Je suis parent d'élèves à Jeanne Parc. J'ai mes enfants. J'ai une petite fille de 3 ans, un garçon de 14 ans et un autre de 12 ans. En tant que parent, moi je connais pas les lois, hein, vous êtes mieux placé que moi pour. Voilà. Je voudrais savoir si je peux empêcher mes enfants d'assister à une quelconque connerie de ce genre. C'est genre, c'est ce que Non, voilà. Voilà. Est-ce que la loi peut m'interdire, moi, d'éduquer mes enfants ou, ouais, en sachant que peut-être que le responsable d'établissement va, par quelconque moyen, interdire. Alors, il y a deux réponses différentes suivant que votre enfant soit dans une école privée, libre, confessionnelle, catholique en l'occurrence, surtout les écoles catholiques, ou dans une école publique. Parce que les écoles libres, les écoles catholiques, ont un caractère propre qui est reconnu par la loi. Donc, tout en respectant les programmes, l'éducation à la sexualité peut être faite d'une manière très respectueuse de l'enfant. Et c'est ce qui se passe dans certaines écoles, par des interventions extérieures, mais qui sont formées justement au respect, avant tout au respect de l'enfant, et qui ne parlent pas d'abord de pratique sexuelle, mais qui parlent d'abord d'amour. Donc, mais ce n'est pas le cas de toutes les écoles libres. Hein. Donc là aussi, il faut quand même être vigilant. Mais dans les écoles publiques, c'est autre chose. Parce que si vous regardez le site de l'Éducation nationale, vous avez toute une liste d'intervenants pour ces questions-là dans les écoles publiques. Vous avez aide, SOS homophobie, l'inter-LGBT, etc. Et dans le document dont je vous ai parlé tout à l'heure, le texte de référence, qui a été adopté en octobre 2012, il est clairement dit, dans la partie éducation, que le ministère ferait appel aux associations LGBT. Donc c'est clair. Alors là encore, il y a des proviseurs de collèges, de lycées, des chefs d'établissement primaires, publics, qui ont une autre optique. Et donc qui pourront peut-être... Alors il y a cette fameuse charte de la laïcité que le ministre de l'Éducation nationale a demandé d'apposer à l'entrée de chaque établissement public. Alors les établissements privés catholiques ont tout de suite dit non, nous avons un caractère propre, donc la laïcité, nous ne la vivons pas chez nous, nous la vivons à l'extérieur, évidemment. La laïcité, c'est avant tout le respect de toutes les croyances, avant tout. Mais aujourd'hui, on se demande si ce n'est pas le rejet de toutes les croyances. En tout cas, cette charte de la laïcité présente un certain nombre d'articles. Dans les premiers articles, la charte reconnaît la liberté de conscience des parents en tant que premiers éducateurs. Et puis, à la fin, tout à la fin de la charte d'égalité, je crois que c'est l'article 13, l'interdiction pour des parents de soustraire leur enfant à un cours pour des raisons morales ou confessionnelles. Les questions de sexualité abordées d'un point de vue militant. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une information, c'est de la propagande, c'est tout à fait différent. J'aurai des enfants dans des classes, si je le sais, vous ne le saurez peut-être pas. Eh bien, j'enlèverai évidemment mes enfants, mais qu'est-ce que c'est que la liberté de conscience? C'est la plus grande des libertés. Et comme c'est la plus grande des libertés, c'est celle qu'on exerce en dernier lieu quand on a tout essayé. Alors, avant d'en arriver là, essayez de rencontrer le proviseur, essayez de rencontrer l'enseignant. Alors, je ne sais pas lequel est responsable de cette question, hein, mais faites-le en début d'année scolaire. Et puis, questionnez-le, comment vous allez faire, qui va le faire, est-ce que les parents sont invités, parce que nous aussi, ça nous intéresse. Vous voyez, il y a toute une série de questions que vous pouvez poser,
Et si vous apprenez que c'est fait par une association qui ne vous convient pas, et pour laquelle vous n'avez pas donné votre accord, alors, après avoir tout essayé, encore une fois, vous pouvez retirer votre enfant du cours. Mais ça veut dire que quand on exerce sa liberté de conscience, il faut être prêt à aller jusqu'au martyre. Eh oui, puisque c'est la plus grande des libertés. Alors, j'utilise le mot martyr, bon, je vais peut-être un peu loin, mais je pense en particulier à des parents espagnols et des parents allemands. Pour les mêmes raisons, c'est des cours d'éducation sexuelle qui ne convenaient pas à un certain nombre de familles. Eh bien, en Allemagne, il y a des parents qui ont fait de la prison, et en Espagne, il y a des parents qui ont payé une amende. Ils sont allés au bout. Et ils sont allés au bout de leur liberté, la liberté de conscience. Voilà. Donc, il vaut mieux s'y préparer. Mais c'est la plus belle des libertés, parce que c'est la dernière. C'est l'ultime. Et on a des tas d'exemples pendant la guerre, alors ça me parle mieux pendant la guerre. Je pense à ce paysan bavarois qui a refusé de porter les armes sous le régime nazi. Il disait, mais je ne peux pas. Je ne peux pas pour tuer les juifs, pour arrêter les juifs, pour arrêter les chrétiens. Je ne peux pas. Et puis il est emprisonné pendant un mois. On a essayé de lui faire changer d'avis. Il n'a pas réussi, on n'a pas réussi. Et bien, il a été fusillé. Alors, c'est pas ce qui nous arrivera. Mais, voilà, amende, tout peut arriver. On a quand même quelques exemples de régimes durs depuis quelques mois. Donc, tout est possible. Une autre question ? Ma question, elle est simple. Quel est le pourcentage de réactions, bonnes, mauvaises? Où est-ce qu'on peut trouver les statistiques de ces réactions des enseignants de l'enseignement? Parce qu'ils ont quand même, c'est eux aussi, on devrait entendre leur écho. Alors, je connais deux associations. Une association qui s'intitule les professionnels pour l'enfance, donc qui essaie justement d'alerter les enseignants, et puis une autre association qui se trouve à Lyon, les enseignants pour l'enfance. Mais je ne crois pas qu'on ait de statistiques, de réactions d'enseignants, je ne vois pas où ça pourrait être. Non. Monsieur ? Bonsoir madame, merci beaucoup. La première personne qui a pris la parole en disant qu'elle avait ses enfants à Jeanne d'Arc, alors simplement c'est peut-être la Providence, mais aujourd'hui on avait la joie d'accueillir dans cet établissement scolaire 4 personnes qui sont venues rencontrer les jeunes, le chef d'établissement, les enseignants, pour proposer une éducation à la vie affective. Donc voilà, c'était aujourd'hui à Jeanne d'Arc. Vous êtes l'enseignant, vous l'êtes ? Je suis un des responsables de l'établissement. Oui. Voilà. Ben voilà un exemple où on peut faire confiance. Alors, je ne sais pas, vous pouvez peut-être en dire plus sur le nom de l'association, non ? Le clerc ou... Oui, effectivement. Et il y avait plusieurs personnes qui vont travailler tout au long de l'année avec des enfants. Alors, on peut citer Leclerc, mais il en existe d'autres qui font du très bon travail. Exactement. Alors, il y a un certain nombre d'associations qui invitent les enfants et les parents ensemble. Bon. Mais là, peu importe, il faut que chaque école voit comment s'organiser. Mais vous voyez, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas rejeté, tout n'est pas... Attention, il faut vraiment regarder ce qui se passe exactement ici et là. Alors, bonsoir madame, merci beaucoup pour votre brillante exposé. L'effet pervers, c'est qu'on risque de passer
une semaine un peu difficile en termes de morale. La seule question que je voulais vous poser, moi, je vous ai dit qu'il ne fallait pas avoir peur. Ouais, c'est un petit peu difficile quand même. Vous avez dit que c'était pernicieux puisque c'était une volonté politique, idéologique derrière, notamment du gouvernement actuel. Alors je vais parler d'un sujet qui fâche mais qui nous concerne tous. Il y a des échéances politiques de manière assez rapide qui arrivent. Quel est le point de vue des principaux partis politiques en France? Comment se sont-ils exprimés sur le sujet pour peut-être éclairer notre choix? Bon, ils ne se sont pas exprimés. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de regarder les débats à l'Assemblée nationale, au Sénat, au moment où la question du gender a été posée, c'est-à-dire au moment du vote de la loi Taubira et puis plus récemment au moment du vote de la loi de fondation scolaire. Il y a eu des débats très précis sur la question du genre. Il y avait très peu de monde à ce moment-là dans l'hémicycle. Vraiment, pour avoir discuté avec des parlementaires, je pense que la majorité des parlementaires s'en moquent et n'ont pas saisi les enjeux et se disent mais c'est pour l'égalité, vous voyez mal, vous voyez, c'est ça. Donc il n'y a pas de position tranchée dans les partis politiques sur ces questions. Et puis, encore une fois, c'est une idéologie qui est diffuse, qui est difficile à saisir. Et on voit bien, bon, moi j'ai essayé de vous expliquer ça clairement, mais dans la vie quotidienne, on se dit, oh, mais tiens, là, on dirait que c'est quand même, c'est présenté avec cette idéologie-là, enfin, vous voyez. Donc, on ne peut pas dire qu'un parti ait pris position pour, un autre parti ait pris position contre. Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement actuel, avec le document ABCD de l'égalité, va plus loin. Mais le gouvernement précédent avait déjà préparé les esprits. Et si le gouvernement précédent s'était maintenu, peut-être qu'il aurait fait le travail que fait le gouvernement d'aujourd'hui. Enfin, vous voyez, je ne sais pas. Donc, là, franchement, ce n'est pas une question de gauche-droite, c'est certain. C'est une question que nos parlementaires n'ont pas pris le temps d'analyser. Alors, c'est vrai que quand on est parlementaire, on est débordé. Et qu'il faut vraiment vouloir comprendre ça pour et accepter que passer du temps. Encore une question. Alors, il y a une dame là-bas. Monsieur. Il y a une dame là, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je vais vous dire justement pour répondre à cette question que nous avons une jeune députée à Almas, Virginie Duby-Muller. Je crois que c'est une des seules députées qui a posé un amendement par rapport à cette question du gender. C'est vraiment une personne qui nous soutient. Voilà, au niveau local. Vous venez de Haute-Savoie? Oui. Alors, je connais très bien Virginie. Et effectivement, nous avons passé des heures à travailler ensemble sur cette question. Alors, il y a un autre député avec qui d'ailleurs elle a travaillé, c'est Xavier Breton, qui est député de Nain. Donc vous êtes gâtés parce que moi, je n'ai jamais vu autant sur un si petit territoire. Voilà. Alors, il y a quand même un certain nombre de députés ou de sénateurs qui ont déposé des amendements, en effet. Ils sont quelques-uns, mais ils sont peu nombreux par rapport au nombre énorme de parlementaires. Alors, je voulais ajouter, j'aime bien votre optimisme, parce qu'en fait, sur le terrain, on est quand même bien confronté à cette idéologie qui arrive insidieusement dans les écoles. Et pas plus tard que ce matin, j'ai discuté avec une personne qui s'occupe d'une association Lire et faire lire dans les écoles. Elle vient m'annoncer qu'elle a eu une formation justement par rapport au genre et pour orienter un petit peu ce qu'elle disent au niveau de la lecture. Alors, on en a parlé il y a quelques jours, ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment cette formation est faite. Une personne m'en a parlé la semaine dernière et m'a dit qu'on disait, parce que ce sont des bénévoles qui viennent faire lire les enfants, on leur disait les livres choisis étaient très connotés. Jean a de maman, papa porte une robe,
maman à toi barbe, très connecté, quoi. Alors, bon. Je peux vous dire que j'étais AVS il y a 2 ans dans une école où je m'occupais d'un enfant autiste en CM2. Et le premier mois, il y a un stick qui m'a dit: tiens Paul, est-ce que tu veux bien lire ce livre? Il nous est conseillé par l'Éducation nationale. Bon, le titre, je trouve pas tellement agréable pour nos enfants, c'est Grosse patate. Donc c'est l'histoire d'une petite fille donc de 10-11 ans qui se demandait si elle était une fille, si elle était un garçon, si elle aimait une fille, un garçon. Elle faisait des rêves assez bizarres. Et je lui ai dit: est-ce que tu connais l'idéologie du genre? Elle me dit: non, pas du tout. Donc elle l'a lu, elle ne l'a pas donné, elle ne l'a pas fait lire aux enfants, mais c'était conseillé par l'Éducation nationale il y a 2 ans. Voilà. Sur le terrain, quand même, on a... Et moi, je pense que, je sais pas, mais moi, je vois au niveau de la Haute-Savoie, je suis allée rencontrer la directrice de l'école dans laquelle j'avais travaillé, j'en ai parlé. Donc, elle se réfère aux directives au niveau du directeur de l'enseignement catholique. J'ai essayé de prendre rendez-vous avec lui, il a refusé de me recevoir. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, on fait venir quelqu'un, donc Patrice André, à Sciez bientôt, et je lui ai apporté la fiche. Elle me dit: bon, le directeur d'enseignement catholique nous a dit qu'il allait rencontrer quelqu'un, voilà, il a donné sa réponse, il ne veut pas en parler. Donc, voilà, ça va peut-être retourner, on va se décourager. Alors, je ne suis pas optimiste. L'optimisme, c'est se mettre en mode rose devant les yeux. Ou bleu si on est un garçon. Mais je suis pleine d'espérance, ce qui n'est pas la même chose. Mais la question est gravissime, bien sûr. Mais nous étions complètement endormis. Et là, il y a un réveil. Donc, c'est ce qui me remplit d'espérance. Donc, que faisons-nous de ce réveil? Et vous voyez ce témoignage que vous venez de donner. Bon, la première fois, oui, on ne veut pas vous recevoir. Il y aura peut-être une deuxième fois, une troisième fois, et puis ce sera peut-être une autre personne, vous voyez. Mais il y a un premier pas qui a été fait. Voilà. Ça marche. Oui. Il marche, ça y est. Je voulais juste savoir, puisqu'il y a des pays qui vivent déjà le gender depuis plusieurs années, si vous pouviez nous raconter un petit peu quels sont les dégâts, comment ça se passe dans ces pays-là, et s'ils y reviennent. Alors, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, mais pas... En fait, aux États-Unis, il n'y a pas d'école consensuelle. Vous savez, consensuelle, il y a des écoles où on interdit aux petites filles et aux petits garçons de s'appeler il ou elle et de considérer qu'ils sont petites filles ou petits garçons. Donc, il y a un pronom qui a même été inventé, N, pour éviter de dire il ou elle. Pour l'instant, c'est une école qui a été ouverte il y a 3 ans, donc on ne mesure pas encore les dégâts. Mais on peut déjà mesurer le mal-être des enfants, des adolescents, qui ne sont pas bien. Alors je ne sais pas, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue, donc je n'ai pas les outils pour analyser tout ça, mais poser la question, je travaille avec des pédopsychiatres et un en particulier qui sont en famille, que vous pourriez inviter parce qu'il est vraiment très intéressant, et d'autres, des psychologues, et ils disent que, par exemple, des enfants, je pense à un médecin scolaire, une de mes amies, qui reçoit très souvent une jeune adolescente dans son cabinet et qui va mal, très mal. Elle vit avec 2 femmes, l'une des 2 femmes est sa mère, mais aucune des 2 femmes ne veut lui dire qui est sa mère. Donc c'est une violence inouïe. Alors elle vient, elle a mal à la tête, elle a mal au ventre, elle a mal partout, donc elle vient à l'infirmerie parce qu'elle n'est pas bien. Alors, vous voyez, voilà, c'est des témoignages ponctuels, mais il y a une étude qui a été diffusée par Mark Regnerus, qui est américain, vous pouvez retrouver sur Internet. Elle est d'une certaine manière censurée par le gouvernement français, par nos élites, parce que justement, elle montre que
c'est la proportion d'enfants qui font des tentatives de suicide, qui ont des échecs scolaires, est plus importante dans des couples de même sexe que pour des enfants vivant avec leur père et leur mère. Et encore une fois, un enfant est tout à fait capable de vivre avec deux hommes ou deux femmes. Mais un enfant ne supporte pas qu'on lui dise qu'il a deux pères ou deux mères, ou qu'on lui cache son père ou sa mère, suivant les cas. C'est ça ce que l'enfant ne supporte pas. Il est capable, pas tout petit, mais il est capable de comprendre que son père ou sa mère, ça dépend des cas, puisse avoir une sexualité particulière. Mais ce qu'il ne peut pas supporter, c'est qu'on lui fasse croire qu'il soit né de deux femmes ou de deux hommes. C'est insupportable. Il va apprendre le contraire à l'école. Et on lui dit, mais si. C'est un petit garçon de 6 ans, je raconte cette anecdote, donc toujours ce médecin scolaire, qui demande toujours avec qui l'enfant habite. Avec qui tu habites? Avec Jacques et Eric. Tes deux papas, dit ce médecin scolaire. Alors, c'est pas du tout dans ce schéma. Ah non, mon papa c'est Eric et Jacques c'est le copain d'Eric, de mon papa. Donc un petit garçon avait parfaitement compris et on ne lui avait pas fait croire. Vous voyez la différence? Et je pense qu'il faudra attendre quelques années pour voir les dégâts, mais vous savez, nos jeunes ne vont pas tous très bien. Donc je ne sais pas la peine d'en rajouter. Notre monde est déjà dur. Alors, je suis désolé, le temps avance et la soirée est déjà bien entamée. Je sens qu'il y a encore pas mal de questions. Une dernière, alors vite fait, parce qu'il faut qu'on clôture quand même. Bonsoir, j'ai beaucoup apprécié votre présentation. C'est très bien que vous avez expliqué aussi la différence entre la théorie du genre comme instrument de sociologie, très utile, très important pour combattre les inégalités, et la théorie utilisée comme instrument, comme vous l'avez décrit, pour aller beaucoup plus loin. J'ai quand même une question. D'ailleurs, premièrement, je ne suis pas si optimiste pour les féministes radicales quand je vois les talons à la vie et tout l'habillement ultra féminin qui est à la mode et qui est suivi, même si au risque de se tordre le cheville et tout, premièrement. Deuxièmement, je trouve un beaucoup plus grand danger la sursexualisée précoce dont sont objets presque tous les enfants, et c'est beaucoup plus dans le sens hétérosexuel, que ce soit dans l'habillement, la connaissance des actes, le passage à l'acte, enfin tout ce qu'on peut faire. Tout ça, je trouve finalement beaucoup plus inquiétant que cette théorie du genre. Dernièrement, il reste quand même des énormes inégalités qui sont basées sur l'attribution d'une certaine infériorité ou, disons, figer les personnes dans leur rôle de façon excessive, basée sur leur sexe biologique. Et est-ce que vous avez une alternative pour combattre cette sursexualisation d'un côté, dans le sens hétérosexuel surtout, et deuxièmement, donc, encore cette inégalité qui continue quand même? Je vous remercie. Alors, quand on regarde la situation des femmes aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était il y a un siècle, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès et des avancées. Maintenant, c'est à chacun d'agir de la l'idée. Alors, bien sûr, il y a des décisions, des lois qui accélèrent, mais je ne pense pas que ce soit seulement par des lois qu'on peut changer, c'est aussi par sa manière d'être, le respect des uns et des autres. Est-ce que la France ira mieux quand il y aura 50% de médecins femmes, 50% de médecins hommes? Est-ce que la France ira mieux quand il y aura 50% de magistrats hommes, 50% de magistrats femmes? Et puis quand on regarde finalement ce combat pour l'égalité, je trouve qu'il y a une grande violence à l'égard de la majorité des femmes qui sont peu diplômées,
qui ont des métiers durs, comme des hommes d'ailleurs, ont des métiers durs. Mais là, quand on parle d'égalité, par exemple, il faut autant de femmes que d'hommes dans les conseils d'administration, pour les sociétés cotées en bourse, on s'adresse à des femmes qui ont au moins un bac+5. Donc il y a quelque chose d'indigne pour toutes les autres, dont on ne parle jamais. J'ai participé à un certain nombre de colloques sur les femmes, sur l'égalité des femmes, qui m'ont montré comme modèle. Claudine Muret, astronaute, bon, c'était pas mon truc et je m'en sentais totalement incapable, donc je ne fantasmais pas. Mais on me montrait que des femmes qui avaient +5, +7, +10. Et les autres, celles qui n'ont même pas le bac, elles sont femmes. Elles ont droit à tout notre respect. Elles sont aussi égales de l'homme. Donc il y a quelque chose d'indigne et de violent dans les discours égalitaristes hommes-femmes vis-à-vis de toutes les femmes qui ont fait peu d'études. Et finalement, je crois qu'il y a 20% de femmes qui sont à bac+5, donc ça veut dire qu'il y a toutes les autres. Donc attention à ne pas faire de cette égalité homme-femme non plus une idéologie. Car je ne crois pas qu'au final, la femme s'en sorte gagnante. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que quelle que soit sa fonction, son métier, son engagement dans la société, ses talents, quels que soient ses talents, eh bien, la femme est digne de respect. Et rien ne justifie qu'elle soit stigmatisée. Rien. Sur l'autre question, l'hypersexualisation des filles, il n'y a pas d'hypersexualisation des garçons d'ailleurs. Mais qui est derrière? Qui? La petite fille de 7 ans, elle ne va pas s'acheter des collants au magasin du coin. C'est pas elle qui s'est acheté sa robe. Donc qui? La maman. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de transfert. J'ai vu ce cas tout près de moi. Une petite fille de 4 ans qui portait son sac comme sa mère, qui était, alors pas pomponnée, heureusement, 4 ans. Bon, puis finalement, sa mère s'en est rendue compte. C'était pas, elle n'aimait pas sa mère, il n'y avait pas. Bon, elle est devenue une petite fille, quoi. Pas jeune fille à 4 ans. Mais c'est ces questions qu'il faut se poser. Comment on éduque nos filles? Est-ce qu'on veut les déguiser en jeunes filles alors qu'elles n'en sont pas? Donc c'est toute l'éducation, c'est toute la question de l'éducation. Alors il y a régulièrement là aussi des prises de parole, des articles, des colloques, des projets de loi, une résolution au Parlement européen, un rapport qui a été rendu public au Sénat l'année dernière. Donc, mais il faut une prise de conscience, en effet. Mais c'est la femme objet. Alors là, c'est en effet, dans ces cas-là, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Donc c'est très étonnant. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que tout soit, toute notre société, et ça vous avez raison de le souligner, on ne peut pas dire que toute notre société soit organisée selon le prisme de l'idéologie du genre. Il y a aussi cette hypersexualisation, donc c'est l'identification sexuelle, très nette. Bon, mais tout excès est dangereux et nuit à la dignité de l'homme, de la femme ou de l'enfant, petit garçon, petite fille. Merci Madame Montfort pour votre temps. Alors je me permets de prendre 2 minutes de votre temps pour faire 2 petites annonces. Alors la première annonce que je voudrais faire, c'est vous présenter succinctement l'association qui organise cette conférence. L'association s'appelle l'AFC du Pays Gex. AFC, ça veut dire Association Familiale Catholique. Alors, association
au niveau national, les AFC sont reconnus d'utilité publique et ont un partenariat avec l'éducation nationale, notamment au travers des chantiers d'éducation. Les AFC participent à l'UNAF, et qui est l'organe de représentation des familles auprès des pouvoirs publics. Familial. Le but des AFC est de défendre et promouvoir la famille. Localement, nous œuvrons sur 3 piliers. L'information et l'entraide entre les familles membres, les chantiers d'éducation, qui sont des lieux ouverts à tous, des lieux d'échange privilégiés autour des problématiques d'éducation. Et enfin, le 3e pilier, l'organisation de manifestations et de conférences ouvertes à tous en faveur de la famille et de la protection des enfants, comme c'est le cas ce soir. Enfin, dans l'AFC, il y a catholique. Les AFC du Pays Tchèque sont composés de bénévoles, laïcs, catholiques, engagés dans la société en faveur de la protection et de la promotion de la famille. À ce titre, je voudrais remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette conférence. Alors, la deuxième annonce que je voulais faire concerne cette conférence en elle-même. Comme vous l'avez clairement remarqué, l'entrée est gratuite, et cela afin que le plus grand nombre puisse participer à cette conférence. Néanmoins, comme vous pouvez l'imaginer, et là j'ai joué le rabat-joie, il y a eu un certain nombre de frais engagés, autant par Madame Montfort que par les AFC. Et donc, de même que l'entrée était libre, nous vous invitons à une libre participation. Vous trouverez... Voilà, la sortie n'est pas libre. Vous trouverez des petites caisses à la sortie qui vous permettront de nous aider à financer cette soirée. Alors, quelques petites modalités pratiques. Si votre participation est faite par chèque au nom des AFC du Pays Tchèque, nous pouvons, si vous le désirez, vous émettre un reçu fiscal. Je suis vraiment dans les choses vraiment très terre à terre. Désolé de terminer cette soirée avec ça. Si vous désirez profiter de cette occasion pour devenir membre ou renouveler votre adhésion aux AFC, bien écoutez, vous trouverez pareillement à la sortie des personnes qui sont toutes prêtes à vous accueillir pour cela. Et puis pour rappel, pour être représenté à l'UNAF, donc auprès des pouvoirs publics, il faut être membre, et pour être membre, il faut être à jour de sa cotisation. C'est QFD. Enfin, je voudrais expressément remercier la mairie tchèque pour son soutien dans l'organisation de cette conférence. Voilà, et il me reste à vous remercier et à vous souhaiter une très bonne soirée. Ah oui, si, un dernier élément, excusez-moi. Donc ce petit livre de Madame Montfort est en vente à la sortie et Madame Montfort est prête à le dédicacer à ceux qui le voudront. Voilà, merci. Bonne soirée.